Bonjour, Bonjour, vous allez bien? je vais fort bien, merci. Eh ben, c'est parfait. Bienvenue sur l'université citoyenne sur laquelle on se trouve actuellement. Alors là, on est sur un stand qui s'appelle la Première Démocratie. Voilà. D'accord. Je vais vous demander de vous présenter, de nous dire un peu qui vous êtes. Alors, je suis Jean Molinet. Je ne suis pas membre de cette association, mais à l'invitation de l'association, donc de Stéphane Gréchel avec qui je suis venu. Parce que bon, moi je suis venu avec un livre que j'ai écrit il y a 2 ans, enfin un peu plus, je l'ai écrit il y a 3 ans, mais je l'ai publié il y a 2 ans, un peu plus de 2 ans et demi, qui rejoint complètement en fait l'idée de la première démocratie, qui part du principe déjà fondateur que la démocratie n'existe pas et n'a jamais existé nulle part, sauf dans une certaine mesure, il y a à peu près 2500 ans à Athènes, et encore avec des restrictions. La démocratie athénienne. Oui, mais en fait, la démocratie tout court. Oui. Parce qu'en fait, ce que je fais, je vais vous faire un brosser très rapide portrait de l'ouvrage, petit avant-propos de mise en situation, le constat sur lequel je ne m'étends pas parce que des constats sur la situation et tout ce qu'on veut, on en trouve des milliards d'heures sur l'internet, c'est pas besoin de s'attarder. Et après, je repars sur la redéfinition, plus exactement, d'un certain nombre de mots. Démocratie, citoyen, nation, etc. Comme socle fondamental, comme convention. Je pars du principe que toute action de groupe requiert l'emploi d'une convention commune pour une action harmonieuse au niveau du groupe. Et ben, au niveau d'une nation, la convention, c'est la langue. Donc, un même mot doit être compris de la même manière que je sois à Avignon, que je sois à Saint-Brieuc, que je sois à Longwy, ou que je sois dans le fin fond de la Creuse. On ne doit pas changer le sens du mot. C'est-à-dire que pour vous, la démocratie, ça passe d'abord par un langage commun à tous. Il faut qu'on comprenne la même chose, bien entendu. Oui. Et pourquoi? Parce qu'on a des politiciens qui, depuis des décennies, galvaudent ces mots, font de la langue de bois, en employant, ils se gargarisent du mot démocratie, mais ils n'en pensent pas un mot. Ils l'emploient parce que dans l'esprit... Ils le font volontairement pour vous? J'en suis persuadé. Alors, peut-être pas... Ceux qui sont en début de carrière, en général, non. Ils partent généralement avec plein de bonnes idées, de bonnes intentions. Ils appliquent seulement les règles qu'on leur a apprises. Oui, et puis ils ont des contraintes, ils ont des... Et puis éventuellement, après, plus tard, c'est la corruption qui intervient. Mais ils font de la démagogie. Et ils savent très bien que dans l'état d'esprit de la plupart des gens, le mot démocratie, il a un vrai sens. C'est le pouvoir du peuple. Alors, on nous a parlé de la démocratie représentative. Mais en français, ça s'appelle un oxymore. Ce sont deux concepts qui sont antagonistes. Plus récemment, il y a une autre expression qui est apparue, on a parlé de démocratie directe. Ben ça, en français, ça s'appelle un pléonasme. Sinon, il va falloir m'expliquer ce que veut dire démocratie tout court. Et moi, en fait, bon, je ne suis pas un universitaire. Je me suis appuyé sur le bête dictionnaire Larousse 98 que n'importe qui a sur le mur du salon. Je prends la définition qui est dedans. Démocratie, du grec démokratia, qui lui-même est un mot composé de démos kratein, le pouvoir du peuple. Il faut donc se poser la question de ce que signifie le mot pouvoir. Pouvoir de quoi? Pouvoir de légiférer. Oui. J'en arrive donc à la loi. La loi, c'est quoi la loi? Pourquoi est-ce qu'on fait des lois? Je prends à ce moment-là des exemples très simples, très pragmatiques, à la portée de tout le monde qu'on peut... je dirais auquel tout le monde peut s'identifier sans avoir fait d'études. Imaginez une petite communauté, 200-300 personnes maximum. Tout le monde s'entend bien. Est-ce que vous pensez qu'on a vraiment besoin de faire des lois? A priori, non. C'est très proche des pensées anarchistes, ce que vous dites. Mais parce que ça va... Oui, dans le sens étymologique du mot, la démocratie est anarchiste. Mais pourquoi? Parce que dans la communauté en question, vous ne faites pas de loi. C'est à partir du moment où vous avez un des membres de la communauté qui va lui abuser et va nuire. Et là, on va se retrouver, on va se dire, bon, écoute, ça, c'est pas bien. On va réfléchir, on va débattre, on va faire un texte, on va dire, ça, tu ne peux pas le faire. C'est notre loi. Pourquoi? On fait société dans une communauté, on forme nation, qui est une unité généralement géographique, linguistique, culturelle, historique. On partage des valeurs communes. Et un individu veut s'écarter de ça. Lui, il va partager d'autres valeurs. Mais il est, je dirais, un peu la verrue sur le truc. Donc, on établit une loi à partir de ce moment-là. Mais ça veut dire que, fondamentalement, la loi, elle n'est pas là pour interdire ou obliger quoi que ce soit. Elle est là pour nous protéger tous.
Et comme ce sont nos valeurs, il serait logique que ce soit le citoyen qui vote, définisse et vote ces lois. Et il n'y a pas besoin de légiférer sur tout et n'importe quoi à tout bout de champ. Ça veut dire que pour vous, les citoyens ont tout à fait l'aptitude non seulement de les formuler, de les comprendre et de les voter. Alors, de les voter. Oui, de les valider ou non. C'est-à-dire les élaborer. Pourquoi? Parce que c'est leur valeur. Ils vont le dire dans leur texte. Alors qu'après, éventuellement, on fasse intervenir des juristes professionnels en les surveillant pour des formulations, mais sans rentrer dans le langage juridique. Parce que les juristes, ils ont un jargon qui est bien à eux, et si on n'est pas juriste et qu'on n'a pas une maîtrise en droit, on se fait enterrer. Il ne faut pas que ça soit comme ça, il faut que ça soit compris par tous, et ça sera d'autant mieux admis que c'est les gens eux-mêmes qui ont défini, ils ont dit, moi mes valeurs c'est ça, la loi c'est ça. Bien, et ça me va très bien, et personne ne va la contester. Si on dit, tu ne peux pas voler, moi c'est alors... Je suis très distant avec le personnage, mais il avait fait un truc que j'avais trouvé génial un jour. Il dit la loi c'est quand même vachement compliqué en France, t'as plus de 10 000 lois. Avant c'était quand même simple, t'en avais 10. Tu ne tueras point. Bon, tu ne convoiteras pas le bien de ton prochain. Bon, puis c'est Bigard, alors après tu ne convoiteras pas la femme de ton prochain et il dérape. Bon, je trouve ça dommage parce qu'il est brillant ce gars-là. Hein. Il dit des choses brillantes, il est capable, bon, mais c'est un peu... bon, bref. Oui, il y a du flottement. Fermeture de la parenthèse. Mais l'idée générale, elle est là. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Je suis reparti d'un certain nombre de mots, une liste de mots assez courte en réalité. La République, qu'est-ce que c'est? Le latin res publica, la chose publique, c'est-à-dire c'est ce qui nous concerne tous. Bon, citoyen, qu'est-ce que c'est, citoyen? Élite, le mot élite, dont on nous garde. Bon, la nation, la démocratie, évidemment, qui est le mot le plus dévoyé de tous. Constitution, qu'est-ce que c'est une constitution? La loi, la souveraineté, le débat. Alors ça peut avoir l'air bizarre, un débat dans ce panorama, mais un débat, est-ce que vous avez déjà vu des débats ces dernières années? Moi pas. On est tout à fait d'accord. Ce qu'on a vu, ce sont des joutes oratoires. Exactement. Oui, pourquoi? Parce que le débat, définition bête du dictionnaire Larousse 98, discussion parfois dirigée entre personnes d'avis différents. Donc posez-vous la question, qu'est-ce que c'est qui forge une opinion? Eh bien, vous allez vous forger vos opinions au fil de votre vie parce que vous allez avoir vos parents qui vont vous donner une éducation pour commencer, des valeurs, etc. Puis l'école va vous fournir une instruction, l'école primaire, puis éventuellement secondaire. Quelquefois, vous allez avoir fait ou pas les grandes écoles. Vous allez avoir lu des livres, vous allez avoir voyagé, vous allez avoir rencontré plein de gens, vous allez avoir vu des cinémas, vous allez avoir fait plein de choses. Mais on est 7,5 milliards sur la planète. Ce sont 7,5 milliards de parcours distincts. Donc on a mécaniquement des opinions qui vont diverger quelquefois à la marge, quelquefois de façon beaucoup plus radicale. Est-ce que ça veut dire que l'un ou l'autre a tort ou raison? Non. Au pire, les opinions sont basées sur une base de réflexion qui est incomplète. Revenons au débat. Un vrai débat devrait donc consister à mettre sur la table la base de réflexion sur laquelle chacun a élaboré son opinion. Et à un moment donné, mettons, on débat sur un sujet donné, on ne s'éparpille pas déjà, c'est un thème. Et puis vous allez me donner dans vos bases de réflexion tel élément. Et là, je vais dire, oh, mais si ça s'est avéré, ça change ma perspective. Alors, première conclusion, je vais me dire, bon, mais on va peut-être pas pouvoir finir la session, enfin le débat sur une session, parce que là, je dois vérifier, je dois réfléchir, je dois valider les points. Et inversement, c'est valable pour tous les protagonistes. Et on revient, et logiquement, on doit construire une base de réflexion commune à tous, chacun ayant complété les autres, et arriver beaucoup plus facilement à des solutions convergentes. On va se heurter, malgré tout, à des gens de mauvaise foi. Ça va toujours arriver. Mais si le débat est public, ça va se voir. Et donc, leurs conclusions seront écartées par le public. Donc ça ne m'inquiète pas outre mesure. Et le vrai débat serait là. Donc en fait, si je résume, ce n'est même pas forcément la prise de décision du peuple qui est importante, c'est avant tout de pouvoir en débattre avant de pouvoir le valider ou l'invalider. Oui, mais c'est de faire des choix et d'en définir les règles qu'on établit, si tant est qu'une règle soit nécessaire. Oui, c'est pas forcément... Et du coup, on a une suite de règles utiles, non pas juste tendues. Et puis beaucoup moins de règles. Alors, là-dessus... qu'est-ce que j'ai dit? J'essaye d'élaborer une idée. Parce que, bon, après ces définitions, j'annonce l'idée, c'est de rétablir
ce qui n'existe plus depuis 2500 ans, c'est l'agora citoyenne. Alors, on ne peut pas avoir une agora de 45 millions de citoyens parce que ce serait ingérable. Je la subdivise à l'échelle de la commune. Voire, je subdivise la commune si elle est un petit peu grosse de façon à pas dépasser 25-30 000 citoyens. Pourquoi ces chiffres-là? Parce que ça a marché à Athènes, ils avaient entre 30 et 60 000 étalés sur les 200 ans, ça variait. C'est très intéressant parce que c'est un argument contre ceux qui disent justement, parce qu'on entend parler de la démocratie athénienne, et beaucoup disent oui, mais alors attendez, c'était... Oui, il y avait des esclaves, etc. Personnes. Alors, bon. C'est pas tout à fait vrai. Et puis, les 30 000 ne participaient pas nécessairement, mais ils avaient un quorum par contre. Oui, c'était 6 000. Oui. Vous aviez que 5 000 personnes dans l'amphi. À ce moment-là, il n'y avait pas de débat. Il fallait qu'ils soient les 6 000. Bon, et ils étaient tirés au sort. Enfin bon, voilà, il y avait des certaines de règles. Alors, l'idée, c'est pas de reprendre le fonctionnement d'Athènes, c'est de s'inspirer de la structure qu'ils ont élaborée et de l'adapter à nos modes de vie d'aujourd'hui, à notre réflexion aussi, parce que la langue est importante, elle n'est pas juste un moyen d'expression, elle reflète un mode de pensée. Pourquoi est-ce que j'insiste sur le sens des mots? Un mot que vous connaissez, vous pouvez le penser. Et donc, en connaissant le sens, vous pouvez élaborer vos raisonnements à partir de ça. Plus votre vocabulaire est riche, plus vous allez faire des raisonnements qui sont riches et subtils et en même temps. On a le privilège immense d'avoir la langue française, qui est une des langues extrêmement riches, qui était jusque dans les années 70 la langue diplomatique internationale. C'était pas du tout par hasard. Elle permet les subtilités les plus fines pour exprimer quelque chose de très précis. Pour ça que le français, toutes les chancelleries parlaient français. Et ça, c'était le prestige. Ça a changé. Parce que on la galvaude beaucoup. Non, mais parce que surtout le globish, qui est la langue commerciale, a pris le dessus. C'est les marchands qui ont pris le dessus. C'est les marchands du temple. Hein. C'est le pognon. Et le globish, il va très bien pour faire du commerce. Ouais. Mais il n'a pas. Bon, alors à moins de s'appeler Shakespeare, qui doit être capable de faire dans la subtilité. Mais le globish n'est pas subtil. Alors que si. Donc, il y a un travail, si on veut bâtir une démocratie, pour remettre sur pattes l'école primaire. Que nos élèves arrivent en 6e avec un peu plus de 200 mots de vocabulaire et sans faire une faute tous les 4 mots. Et qu'ils arrivent au bac sans faire de faute en plus. Ce qui est une catastrophe. Au lieu de leur faire de l'éducation sexuelle, qu'ils réapprennent correctement à écrire, à lire, qu'on éjecte les tablettes, les ordinateurs de l'école primaire où il n'y a rien à faire, qu'ils apprennent à se servir de leurs mains, de leur tête. L'école n'est pas là pour former des consommateurs, c'est là pour former des citoyens. Vous savez, il y a un pays en Amérique du Sud, je crois que c'est pas le Venezuela, mais il y a je ne sais plus lequel, qui les enfants apprennent à lire avec la Constitution. Ah, c'est bien, ouais. C'est extraordinaire. Bon, et si on monte une Constitution citoyenne, et ça doit être court, une Constitution, hein, un peu comme la Constitution française qui fait à peine 30 pages, quelque chose comme ça, c'est même pas très gros. Rétablir l'éducation civique, peut-être? L'instruction, j'insiste là sur la différence. Vous savez, c'est une matière qui s'appelait comme ça. À une époque, il y avait l'éducation civique. Alors, justement, c'est-à-dire, le sens des mots. Pourquoi est-ce que des ministères changent de titulature? Ça n'est jamais anodin. Le dernier cas, c'est Macron qui a remplacé le ministère de la Défense par le ministère des Armées. Ouais. Mais implicitement, et c'est assez sournois, ça permet de justifier qu'on envoie nos soldats faire des manœuvres avec je ne sais plus qui en Lituanie à 200 mètres des frontières russes. Alors que si c'était le ministère de la Défense, le mot défense n'a pas le même sens. Ça veut dire qu'on est prêt à défendre le territoire si quelqu'un a des velléités coloniales. Si on change, c'est le ministère des Armées, c'est plus juste la défense, c'est qu'éventuellement on est prêt à aller attaquer. Ouais. Hein? Bon, ou on reprend Coluche, hein, c'est quand il cherche pas, quand il t'attaque pas, il cherche qu'à se défendre. Et bon, pour l'école, ça s'est appelé donc en 1928, jusqu'en 1928. Ça s'appelle le ministère de l'Instruction publique. Et je crois que c'était Tocqueville qui disait qu'il ne fallait pas que ça change de nom, il ne fallait pas que ça devienne l'éducation, parce qu'ils avaient déjà essayé avant. Finalement, sous Herriot, ils ont remplacé par l'éducation nationale, et sous Giscard, ils ont viré le mot national. Ça nous permet de justifier que Microsoft va pouvoir vendre ses cours électroniques dans la fédération française. C'est jamais innocent. Quand un politicien fait ça, c'est jamais innocent. Est-ce que vous restez optimiste au travers, par exemple, des événements comme aujourd'hui, de gens que vous rencontrez, est-ce qu'ils sont réceptifs à ça? Est-ce que vous voyez vraiment qu'il y a une prise de conscience aujourd'hui qu'il n'y avait pas avant? Je le crois, oui, d'une certaine manière, avec des réserves quand même, parce que, vous voyez, j'en ai vendu
extrêmement peu, ça a été peu relayé. Mais quand je discute avec des gens, je vois une écoute attentive parce que ce que je leur dis, je parle dans le même langage qu'eux. Je ne suis pas un universitaire, donc je parle le même langage. Et finalement, c'est des choses auxquelles ils peuvent s'identifier, qui visualisent très bien et qui correspondent en fait à leurs attentes. C'est des gens qui sont en quête de quelque chose que des politiciens nous ont confisqué depuis très longtemps. Et enfin, on n'a jamais eu, sauf qu'aujourd'hui, ça s'est aggravé de plus en plus. Et donc, construire une démocratie, je parle de l'agora, et puis j'aime bien les simplifications. Alors, des formations professionnelles peut-être, puisque bon, c'est pas mon métier d'écrire, moi je suis informaticien, je fais des applications de gestion en ligne pour des PME, TPE, donc je fais de la programmation, je dois respecter de la logique, parce que sinon ça va planter le truc. Oui, on connaît bien le... Mais le principe est le même, c'est-à-dire que, bon, et quand je vais développer une fonctionnalité, je vais peut-être passer plus de temps pour analyser l'idée, pour essayer de développer quelque chose qui soit court et élégant, plutôt que de commencer à faire plein de petits trucs qui vont devenir inextricables et immaintenables. Pour la loi, je propose une idée qui est inspirée de quelque chose qui n'a strictement rien de politique. Je me suis inspiré d'Isaac Asimov et des 3 lois de la robotique. Oui. Alors on les connaît, ces 3 lois, le principe, et c'est le principe qui m'intéressait, les lois en tant que telles, après elles valent ce qu'elles valent, mais un robot ne peut blesser un être humain ou par son inaction permettre qu'un humain soit blessé. Un robot doit obéir à un être humain sauf si ça contrevient à la première loi. Et 3, un robot doit se préserver lui-même sauf si ça contrevient à la première et à la deuxième loi. Il y a une logique intrinsèque et c'est surtout extrêmement court, concis, et c'est inscrit dans le robot avant toute programmation, pour le rôle pour lequel il est destiné. Et je me suis dit, l'idée n'est pas bête. On pourrait très bien imaginer avoir ce que j'ai appelé la loi des lois, basée sur le principe de ne pas nuire à autrui. On pourrait avoir 2-3 articles comme ça, concis, clairs, il faut qu'il n'y ait absolument aucune ambiguïté, et aucun texte, que ce soit une constitution, une loi, un décret, un arrêté, ce que vous voulez, ne pourrait outrepasser cette loi des lois. Mais c'est une idée. Un peu l'objectif de la Constitution au départ? Oui, mais la Constitution va être beaucoup plus longue. Là, je parle finalement de principes fondamentaux. Ce que je citais Bigard tout à l'heure quand il disait qu'il y avait juste 10 lois. Et les principes sont dans ces 10 lois. Oui. Alors, pour ceux qui ne croient pas, il est vrai que le premier commandement et le deuxième commandement, les gens qui ne croient pas vont peut-être s'en affranchir, mais tu ne voleras pas, tu ne tueras pas, tu ne convoiteras pas le bien d'autrui. Ça, c'est des valeurs qui sont basiques, fondamentales. Et vous savez, je crois que c'est Goethe qui écrivait ça, le diable est dans les détails. On a des générations de juristes pendant des siècles qui se sont ingéniés à vous rajouter des petits détails et des petits détails et des petits détails, qui fait qu'aujourd'hui, la législation française comporte plus de 10 000 lois, chacune d'elles comportant de 1 à N articles. C'est inextricable. Je mets au défi n'importe quel juriste de France et de Navarre de maîtriser tout ça, c'est pas possible. Et je suis à peu près certain qu'il y a des lois qui s'entrecroisent, qui se contredisent. Résultat, vous avez des tribunaux où ce sont des batailles de juristes et d'experts, et un juge qui est emmerdé parce que les deux vont avoir raison, parce qu'ils apportent des textes de loi qui sont valides. Mais les deux sont antagonistes. Donc ça va être, si le juge est plus d'accord avec un qu'avec l'autre, et non pas par rapport à la justice. Mais dans ce que vous discutez, est-ce que c'est un peu dirigé comme question, mais moi c'est la sensation que j'ai que des rassemblements comme celui-là, des événements comme celui-là, rassemblent des gens qui sont sur ces bases-là. Quand j'entends par exemple certains groupements qui font des collectifs qui parlent de revenir et de faire une loi de valeur principale qui régit toutes les autres lois, on retrouve cette intention. Mais vous savez ce qu'on dit, les grands esprits se rencontrent comme les ânes au marché. Eh bien, les idées se recoupent. Stéphane est venu me chercher pour la première démocratie parce que ce que j'ai écrit correspond à ce que je dis, à ce que lui-même dit. C'est-à-dire que c'est aux citoyens de voter la loi. Et ça fait partie des fondamentaux. Et bien entendu, il y a toujours des gens... Vous savez, moi, je pars toujours des fondamentaux. Comme je ne suis pas un universitaire, c'est à la fois handicapant et un avantage. Handicapant parce que je n'ai pas le bagage culturel qu'on pourrait éventuellement attendre de quelqu'un qui sort un essai comme ça. Mais c'est un avantage en même temps parce que j'ai jamais été formaté à une idée préconçue ou à des idées toutes faites d'une université quelconque. Et je vais avoir des idées qui vont être originales
ou pas d'ailleurs, parce qu'il y a d'autres gens qui vont avoir pensé ça, ces choses-là, ils vont avoir formulé, que je n'ai pas nécessairement lu, que je connais pas. Mais je prétends pas avoir inventé les choses. En fait, je n'ai fait que colliger des idées que j'ai pu glaner ici ou là au fil de ce qui a formé ma vie et je dirais ce qui a forgé mes opinions par rapport aux valeurs que j'ai, par rapport à l'instruction que j'ai, et puis bon, mon parcours, qui est très éclectique d'ailleurs. Mais fondamentalement, l'idée, elle est là. On peut la construire, la démocratie, mais il faut qu'on essaye de ne pas s'éparpiller. Et puis je pars aussi sur une autre idée. Je vois énormément de gens qui font des constats, mais je vois très peu de gens construire. Le constat, s'il n'y a pas une construction et une préparation derrière, il est vain. Et moi, je dis à beaucoup de gens, à ceux qui veulent bien entendre, j'ai du mal à être entendu, enfin. Sur ce point, j'ai dit, gardez bien à l'esprit qu'en face, ils savent que même leur truc bancal va se casser la gueule. Bon, pour moi, ça fait pas un pli, ça va de toute façon se casser la gueule. Mais gardez à l'esprit qu'ils sont prêts. Ils ont déjà un plan B et un plan C. Est-ce que nous, on est prêts? Le jour où ça va se casser la gueule, est-ce qu'on va être capable de reprendre la main, de les cravater, de les écarter des processus de décision? Parce que sinon, on va recommencer et on va se refaire enfumer. Il y aura des démagogues. Quand je me rappelle, bon, je ne vais pas tirer sur une ambulance, mais la 6e République qui voulait faire une constituante, c'était une constituante élue. Oui. Mais c'est un piège à con. Oui, on prend les mêmes et on recommence, quoi. Voilà. Bon, la constituante doit être tirée au sort. On tire au sort 800 personnes, on les met dans un truc, vous nous condamnez une constitution. Ça sera représentatif, puisque 800 personnes, on va retrouver tous les aspects de notre société. Il y aura des artisans, il y aura des cadres, il y aura des médecins, des chômeurs, des fonctionnaires, il y aura des gens brillants, il y aura des cons. Mais c'est toutes les sociétés. Et on les organise, mais avec des bases. Après qu'ils fassent intervenir éventuellement des professionnels en matière juridique pour après reformuler les textes, que ça soit bien écrit, mais il faut qu'ils soient admis et adoptés par tous. C'est pour ça que je redéfinis aussi le mot débat, le mot citoyen. Combien, vous savez, combien on a de citoyens aujourd'hui en France? Qui jouent le jeu de la citoyenneté? Non, mais des citoyens tout court, combien il y en a? 66 millions? Non, il y en a 577. Parce que le citoyen... Je vois ce que vous voulez dire. Voilà, le citoyen vote la loi. Les autres, c'est des électeurs. Oui, donc pour l'instant, il n'y a que ceux qui composent l'Assemblée, finalement, qui réellement s'expriment mais en tant voilà, que citoyens. Et c'est ce que dit Étienne Chouard. C'est qu'on ne vote pas, on élit. Ce qui est écrit sur le site web du Sénat, qui est un mensonge, la démocratie, c'est le droit de vote et la liberté d'expression. Mais non, le citoyen, il a droit de citer et de participer au choix de société de la cité. Donc, il vote. La loi, il l'élabore. Et encore une fois, on ne va pas l'élaborer. Alors, vous allez avoir les objections qui vont dire « Non mais attends, les gens ne sont pas compétents ». Mais ils sont tout à fait compétents. On s'aperçoit de plus en plus que c'est pas vrai. D'abord, c'est pas vrai. On voit les choses, Et puis, je vais dire autre chose. Les gens ne sont pas tout seuls. On fait société, on va en débattre. Donc, oui, il y a des gens qui ont moins de capacité. Et alors, ce qu'ils vont apporter, c'est que ils vont nous forcer, en tout cas forcer ceux qui ont beaucoup plus de capacité à écrire les choses de telle façon que ceux qui ont moins ces capacités les comprennent. À leur portée peut être justement un outil de simplification. Voilà, et c'est indispensable parce que la loi n'a pas besoin d'être compliquée. Et puis il va y avoir d'autres problèmes à régler. Un gros problème qui, à mon avis, est assez central, c'est la monnaie. Ça, si on ne le résout pas, vous pourrez faire ce que vous voudrez. Au mieux, on aura une période de transition qui sera plus tranquille, mais ça ne sera qu'une phase en attendant la prochaine crise. Et ça, là-dessus, moi je rejoins un certain nombre de gens qui disent qu'il faut retirer de toutes les sphères financières privées le droit de battre monnaie. Qu'une banque veuille prêter de l'argent, j'ai aucun problème avec ça, à condition que ce soit de l'argent qu'elle possède en bien propre. Il est hors de question qu'elle sorte un stylo, qu'elle écrive un truc, et qu'en plus elle réclame un intérêt sur son prêt en monnaie de singe. Oui, c'est un peu ce qu'on s'amuse à faire à l'échelle nationale même. À toutes les échelles. On écrit de la monnaie à tous les niveaux, même au niveau individuel. Si vous empruntez, je prends un exemple à la con. Vous travaillez une vingtaine d'années, vous mettez votre petit pécule de côté, vous avez envie un jour d'acheter une maison. Je vais prendre des chiffres totalement arbitraires, c'est juste pour l'exemple. Vous trouvez une un jour, vous avez mis 60 000 de côté, vous en trouvez une, elle vaut 100 000.
il vous manque 40 000. Vous allez voir votre banquier, bonjour banquier, je voudrais acheter une maison, mais il me manque 40 000. Est-ce que vous me prêteriez 40 000? Bah écoutez, mes chers monsieur, oui, on doit pouvoir voir ça. Est-ce que vous avez des garanties comme le bras? D'ailleurs, mettez donc les deux bras, les deux jambes, la tête s'il est capable. Il va vous poser un paquet de papier sur le bureau, vous signez en bas à droite, appuyez fort, il y a 4 copies, et il va vous prêter 40 000. D'où vous croyez qu'il les sort? De nulle part, du coup. De nulle part. Ouais. C'est un courant d'air, il l'écrit. Et c'est bien expliqué par Étienne Chouard. Et en plus, il réclame un intérêt, comme si c'était du vrai argent et qu'il y a un argent supplémentaire qui sort de nulle part, du coup. Bon, mais la monnaie, qu'est-ce que c'est? Et là aussi, il faut comprendre ce qu'est la monnaie dans son essence. Et là, je prends deux exemples, en fait, un peu opposés, mais pour bien illustrer le truc. Imaginez, vous êtes sur une île, un caillou pelé au milieu du Pacifique, premier voisin à 3000 bornes, il n'y a rien, sauf une petite pile de billets de banque. Mais qui ne vaut même pas le prix du papier sur lequel il est imprimé, au pire, au mieux, le mieux, vous pouvez vous torcher avec. Mais il n'est même pas comestible. Donc, il ne vaut rien. Exemple opposé, vous êtes au milieu du plus gros centre commercial qui puisse exister, ça dégueule de marchandises dans tous les coins, mais vous n'avez pas un rond en poche, vous n'êtes pas plus avancé. Là, l'argent aurait de la valeur, mais vous n'en avez pas. Dans son essence, l'argent n'est pas une fin en soi, ne vaut rien. Il n'est que la représentation de la valeur des choses. Ça doit donc être un pouvoir régalien exclusif de battre monnaie pour qu'il y ait la monnaie en circulation par rapport aux choses disponibles. On crée une nouvelle richesse, l'État crée la monnaie correspondante, on détruit une richesse, l'État détruit la monnaie correspondante, de façon à ce qu'un équilibre batte toujours. Quand vous avez des économistes de plateau télé qui vont dire, quand on va dire des choses qui vont approcher comme ça, qui vont dire « Ah, mais vous voulez faire marcher la planche à billets, il va y avoir de l'inflation, on va tous mourir ». Mais c'est une connerie, parce que c'est incomplet ce qu'ils disent. Si on fait de la monnaie surnuméraire, je fabrique, je sais pas, des crayons. Je fais 1000 crayons que je vends à 1 €. L'État doit produire 1000 € de façon à ce que la monnaie en circulation existe pour que les gens puissent acheter mes crayons. Mais si au lieu de produire 1000 €, il en produit que 500, ben pour qu'il y ait équilibre, il faut que mon prix soit à 50 centimes. Oui. Ou s'il en produit 1500, je vais mettre mon crayon à 1,50 €. S'il y a des équilibres, à ce moment-là, les prix vont changer. Inflation ou déflation. Mais en fait, le système actuel, il est fou. Si on produit trop de monnaie, ça fait de l'inflation. Et si on n'en produit pas assez, ça fait du chômage. Je suis d'accord. On est dans un système qui marche sur la tête. J'expose des principes simples. J'invite chacun à lire ça tête reposée, à essayer de faire abstraction de ce qu'il faut savoir au fil de la lecture. Après, il va lui venir des objections au fil du temps. Mais qui se les garde, il se les note, et puis quand il arrive à la fin, si les notes sont toujours pertinentes, parce qu'il aura peut-être trouvé finalement une réponse qu'il a complétée, à ce moment-là, moi je suis très ouvert à la critique, surtout si elle est négative, parce que je peux avoir manqué quelque chose, mais surtout, je lui présente un canevas. Par définition, la démocratie ne peut se construire que collectivement. Je peux pas faire ça, personne ne peut faire ça tout seul. Donc, j'offre une idée, et j'invite chacun à partager ses idées, à en discuter avec ses amis, ses voisins, ses petits groupements, ses associations, pour qu'on élabore un système politique, et puis après, il faut trouver une manière de sortir de là, mais il va falloir trouver une manière de faire en sorte que quand le truc va se casser la gueule, on soit prêt pour réagir. Je suis d'accord. Donc je rappelle en fait, votre livre, c'est Peut-on bâtir une démocratie? Voilà. Vous êtes Monsieur Jean Molinet. Jean Molinet. C'est votre vrai nom? C'est mon vrai nom. C'est mon vrai nom, je n'ai pas pris de nom d'auteur. Jean Molinet. Alors si on me cherche sous un nom de pseudonyme, on peut trouver Citoyen Debout. Vous cherchez, j'ai mon blog, citoyendebout.org. Alors citoyen au pluriel, debout au singulier, en un seul mot minuscule. Bon, je blogue pas beaucoup, j'ai pas vraiment de temps, puis je suis pas blogueur. Et puis sinon, bon, on peut me trouver sur VK. Je n'ai pas de profil Facebook, c'est délibéré, c'est voulu, je n'en aurai pas. On me trouve sur Twitter, Citoyen Debout aussi. Voilà. Et puis voilà. Alors ce livre est en auto-édition, donc difficile à trouver chez un libraire, mais vous le trouvez en ligne, donc chez thebookedition.com. Je peux vous mettre donc le marque-page éventuellement. On mettra le lien, on va vous en parce que voilà, le livre est disponible version papier et numérique, et éventuellement en anglais, puisque j'ai une belle-sœur américaine qui m'a fait une excellente traduction, papier et numérique. J'ai en fait une deuxième édition qui est prête. Je cherche un éditeur, alors je vais discuter j'ai discuté hier, je vais lui envoyer le manuscrit. Ça serait intéressant s'il le publie, parce que je ne veux pas refaire la deuxième édition, qui est une édition augmentée.
En auto-édition, c'est trop difficile à distribuer. J'ai pas les réseaux, j'ai pas les outils, j'y connais. C'est un métier être éditeur, hein, donc voilà. Oui, c'est le mien. C'est difficile. On en discutera. En tout cas, je vous Ah, remercie volontiers. d'avoir répondu à nos questions. Je vous en prie. Et puis pour toutes ces explications qui sont quand même très éclairantes. Et puis, de toute façon, on ne manquera pas de mettre tous les liens, tout ça. Et puis, Bien volontiers. on reviendra vers vous pour voir un peu comment tout ça a évolué. Volontiers, très volontiers. Je vous souhaite une bonne journée. Merci Et infiniment. merci pour tout. Bonne journée à vous.